Bonjour les amis et bienvenue sur le toit. Je suis hyper contente de vous retrouver ici 2 semaines de suite. Que se passe-t-il ? Il semblerait que avoir simplifié le processus et avoir mis moins de rigueur, etc., ça ait fait que je sois plus disponible et apte à vous faire des épisodes de manière régulière. L'avenir nous le dira. En tout cas, d'un point de vue stricto sensus, gestion du passage à l'action, main dans la main avec son système nerveux, ça fait complètement sens. Et même quand on dézoome encore un peu plus, sans être forcément aussi à ce niveau de technicité-là, le simple fait d'enlever de l'enjeu et de mettre plus de jeu, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien pour le passage à l'action. Donc, notamment en ayant pris un plaisir fou à vous faire cette premier épisode de la note salée la semaine dernière, en ayant eu des retours vraiment chouettes de votre part sur ce premier épisode de la note salée, tant sur le fond que la forme, je vous ai questionné, pour les auditeurs qui viennent d'Instagram, sur l'éventualité d'une deuxième note salée d'affilée et non pas en alternance avec d'autres choses. À la base, c'était un peu ce que j'avais prévu, d'alterner entre des notes salées et des épisodes un peu plus éducatifs. Je sais pas si vraiment c'est le terme, mais c'est vraiment de la transmission illustrée. Je pense que c'est vraiment ça ce que je fais de mieux, tout simplement. Et Instagram a parlé, Instagram a voté pour une deuxième note salée. En même temps, je vous comprends, hein, c'est très, très agréable comme format. Il y a cette satisfaction de pointer du doigt et de dire à ce qui nous a énervé, c'est OK d'avoir été énervé par ça, tout en ayant ce côté un peu éducatif où on déculpabilise et on ramène des choses. Enfin bref, on parle de sujets absolument passionnants. Donc on va être parti pour un deuxième épisode de la note salée aujourd'hui. J'ai fait une petite sélection pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment système nerveux. On va parler un petit peu dev perso / psychologie / philosophie. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Instagram ou ma newsletter, quelque chose que j'ai évoqué sur ces dernières années, au final ces 2 dernières années peut-être bien, j'ai fini par parler du fait que le dev perso tel quel, ça m'a pas satisfait très longtemps parce que je trouve ça souvent trop vulgarisé et la vulgarisation ça a vraiment ses limites. C'est top pour apporter certains concepts de manière un peu surfacique dans sa vie. On peut déjà avoir des choses très chouettes qui se passent avec ça, mais par contre quand on veut vraiment des changements profonds, on a besoin de profondeur tout simplement. Et le dev perso ça se base quand même beaucoup sur des concepts philosophiques et psychologiques. Donc on va régulièrement ici zoomer un peu plus. Parfois on va dézoomer, parfois on va zoomer. Et on restera assez peu souvent au stade du dev perso et on ira creuser un peu plus profondément ce qu'il y a derrière certaines notions de dev perso. Parce que le problème en restant dans le dev perso, comme je vous disais, c'est qu'on reste en surface et qu'il y a des raccourcis qui peuvent être faits dans le cerveau qui, pour moi, ne sont pas utiles bien longtemps, quoi. C'est vraiment des pansements. Donc, aujourd'hui, une petite sélection système nerveux, dev perso / philo / psycho et une petite touche human design aussi. J'ai été piquée sur un sujet human design. Alors en soi, c'est un outil que j'aime beaucoup et je vous en ai parlé plusieurs fois maintenant de mon rapport ambivalent à cet outil-là. Donc j'ai tendance à pas trop écouter quand je suis titillée sur des sujets de human design parce que de toute façon, c'est un outil qui est pseudo-scientifique. Donc j'aime pas du tout l'aborder avec cette notion de vérité absolue, parce que pour moi, c'est contre-productif avec les pseudosciences de chercher à mettre une rigueur scientifique dans cet outil-là, si ce n'est au travers de la démarche scientifique et donc de l'expérimentation personnelle. Mais du coup, quand quelqu'un affirme des choses qui, selon moi, dans la théorie du design humain, ne sont pas justes, j'ai tendance à laisser ça de côté parce qu'en fait, peu importe que ce soit juste ou pas dans mon approche à moi, il n'empêche que quand pour moi, ça tombe un peu à côté, mais surtout que ça crée une injonction un peu limitante, là, par contre, ça m'intéresse d'aller mettre le nez dedans et de potentiellement vous l'apporter dans la note salée pour expliquer que n'allez pas créer des limitations sur la base du human design, s'il vous plaît. Donc, on va parler de ça aujourd'hui aussi. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. J'aimerais bien vous demander par laquelle vous aimeriez qu'on commence, mais je suis toute seule devant mon micro dans ma petite pièce. Il est 18h, il fait sombre. Donc, vous ne pourrez pas me répondre. Mais peut-être qu'un jour, si ça se trouve, on enregistrera ça ensemble en live. Quand j'installe mon petit matos avec mon micro, là, je me dis que ce serait vachement chouette à faire en live, ça.
Bref, on va commencer avec la première sur la liste et là-dessus, je fais de suite un petit mea culpa. J'ai plus la phrase exacte mot pour mot qui avait été mise parce que c'était un peu au tout début quand j'ai commencé à noter justement ces phrases que je trouvais un peu, qui me déclenchaient mon sel. Et du coup, je l'avais noté à la volée plutôt que de mot pour mot bien écrire ce qui avait été transmis. Donc mea culpa là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai failli oublier, pour refaire un petit disclaimer, les amis. À savoir que, bien évidemment, l'intention ici, c'est absolument pas de blâmer ou de reprocher quoi que ce soit à une personne, mais d'adresser les concepts qu'il y a derrière. Donc, vous ne saurez jamais où est-ce que j'ai entendu cette phrase, qui, comment, à quel moment, etc. Pour vous dire, il y a certaines phrases que j'ai notées, ça fait des mois, mais des mois, parfois plus d'1 an, que c'est noté quelque part dans une note sur mon téléphone. Parfois, je vais l'avoir noté littéralement 2 minutes avant d'enregistrer cet épisode. Donc, ça peut remonter à très longtemps, ça peut être très frais. Vous ne saurez pas d'où ça vient, puisque l'objectif, c'est absolument pas de chercher à savoir qui a dit ça. Ça, on s'en moque. Bref, l'idée, c'est absolument pas parler de personne, mais de parler des concepts qu'il y a derrière. Et que moi, je puisse vous transmettre au travers des différents domaines d'expertise et des compréhensions que moi j'ai, ce que je perçois derrière le message qui a été dit, pour apporter un peu plus de profondeur, déculpabiliser, etc. Donc, première phrase, le message qui était transmis, c'était « Si tu es entrepreneur et que tu t'éparpilles, que tu as le syndrome de l'objet brillant ou que tu as du mal à passer à l'action, c'est parce que tu n'as pas la bonne stratégie. » Ça, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu la semaine dernière dans la note salée numéro 1. Il y a vraiment ce truc hyper mis en avant par les coachs business et tous les pros du marketing, quel qu'il soit, parce que le marketing, c'est un domaine qui est vraiment très, très large, très, très vaste. Ça peut autant être des personnes qui veulent vous apprendre comment faire des masterclass, comment faire un tunnel de vente, comment optimiser votre SEO, comment faire la prospection à froid, comment automatiser votre prise de rendez-vous. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière stratégie. Et du coup, il y a beaucoup ce sujet de radicalité. Et là encore, ça, c'est pas un problème. Chacun prêche un peu sa paroisse. Et au final, c'est ce que je suis en train de faire moi aussi. Au détail près que, je viendrai justement mettre la nuance pour dire que parfois, effectivement, c'est une histoire de stratégie. Mais parfois, c'est pas du tout une histoire de stratégie. Et notamment, les exemples qui ont été pris dans ce cas-là présent. Pour moi, ce ne sont pas du tout des affaires de stratégie. Ce sont des affaires de... roulement de tambour, régulation du système nerveux. Tout ce qui concerne le passage à l'action de manière générale, c'est une histoire de système nerveux. Et là, c'est vraiment... On parle de biologie à cet endroit-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir notre corps qui se meut, du verbe mouvoir, c'est quelque chose qui est déclenché par le réseau neuronal, par le système nerveux en lui-même. On ne peut pas passer à l'action contre l'accord de notre système nerveux, entre guillemets. Donc, si jamais notre système nerveux, il estime, là, à l'heure actuelle, qu'il y a plus de danger dans l'idée de passer à l'action que de sécurité, on ne pourra pas passer à l'action, même avec la meilleure stratégie du monde. Notre cerveau, il est extrêmement génial, ou carrément extrêmement génial, pour tout ce qui va être processus de réflexion complexe, tout ce qui va être cognitif, donc tout ce qui va être réflexion. Mais par contre, le passage à l'action en lui-même, on ne réfléchit pas le fait de passer à l'action, on passe à l'action. C'est actif. Donc le fait de ne pas ou mal passer à l'action, c'est un sujet de système nerveux et ça va très souvent être du coup, parce que ça veut dire quoi, c'est un sujet de système nerveux? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne se sent pas suffisamment en sécurité dans notre passage à l'action. C'est ça ce qui veut dire derrière. Notre système nerveux, l'intelligence de notre corps, l'intuition de notre corps, qui est, pour poser le terme, la neuroception, qui est du coup l'intelligence et l'intuition du système nerveux, estime que dans l'instant, il n'y a pas suffisamment de sécurité pour passer à l'action. C'est pour ça qu'on peut avoir de la difficulté, que ça peut être complexe, ça peut être plus ou moins ralenti, plus ou moins gluant en fonction de l'intensité ou du volume de signaux de danger qui sont perçus. Donc le premier point, difficulté à passer à l'action, problème de système nerveux. Problème entre guillemets, on s'entend. En tout cas, le bon sujet à aller regarder, c'est pas est-ce que ma stratégie est bonne, c'est comment mon système nerveux se sent vis-à-vis de ça, sachant que ça peut être comment mon système nerveux se sent vis-à-vis de cette stratégie-là. Qu'est-ce qui peut amener une personne à penser que c'est une histoire de problème de stratégie? Ça peut être le fait que, en changeant de stratégie, on arrive à passer à l'action. Mais là, ce qui s'est passé, c'est pas que avant on avait la mauvaise stratégie, maintenant on a la bonne.
c'est qu'avant, on ne se sentait pas en sécurité dans la stratégie qu'on avait sélectionnée, qu'on essayait de mettre en place. Et la nouvelle qu'on a sélectionnée, ces nouveaux composants, potentiellement, elles, ne nous déclenchent pas des signaux de danger de la même manière. Un exemple. On va prendre un exemple chez plutôt des baby-preneurs. Donc, quand on commence dans l'entrepreneuriat, supposons on sort du milieu du salariat, on n'a jamais été dans l'entrepreneuriat, on connaît personne dans l'entrepreneuriat, donc la plupart des idées qu'on va avoir autour de l'entrepreneuriat sont les idées reçues, entre guillemets, parce que c'est celles qui se véhiculent le plus facilement. Donc, on s'imagine que pour avoir des clients et pour avancer dans l'entrepreneuriat, forcément, il faut être sur les réseaux sociaux. Sauf que moi, m'exposer sur les réseaux sociaux pour une raison X ou Y, je me trouve pas trop jolie en ce moment, j'ai peur d'être vue par mes anciens collègues, que vont penser mes amis, tatitata, il peut y avoir vraiment plein de choses derrière ça. Je suis pas à l'aise avec cette idée-là. Donc quand j'essaie de mettre en place des stratégies d'acquisition client sur les réseaux sociaux, tout mon corps m'envoie des signaux de danger. Ça va pas du tout, il y en a dans tous les sens, dans toutes les sphères de ma vie. Finalement, derrière, je décide de changer de stratégie et d'aller réseauter en direct dans ma ville en intégrant un réseau d'entrepreneurs. Et là, tout à coup, c'est facile, j'ai pas de problème à aller aux événements parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt sociable, j'ai le contact facile, etc. Donc, ce serait facile de dire que là, une fois qu'elle a changé de stratégie, ça y est, tout va bien. Donc, c'était un problème de stratégie. En fait, c'était pas un problème de stratégie, c'était un problème de perception de l'impact de cette stratégie dans notre vie, sur ce avec quoi on est plus ou moins confortable, ce avec quoi on se sent plus ou moins en sécurité. Voilà pour le premier point. Deuxième point, syndrome de l'objet brillant. Alors là, typiquement, syndrome de l'objet brillant, je trouve que la façon d'en parler du human design, elle est plutôt chouette. Et on peut en parler sous les deux angles. Donc avec le human design, avec le système nerveux. Avec le human design, le syndrome de l'objet brillant, ça va être pas mal lié au centre de la tête. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément trop le human design, c'est un outil qui a schématisé un peu toutes les différentes composantes d'un humain et de son fonctionnement sous forme de différents centres, de portes, de canaux. Et notamment dans ces différents centres, il y en a un tout en haut sur le schéma, un triangle qui s'appelle le centre de la tête, qui est vachement lié à tout ce qui est inspiration, questionnement un peu philosophique, etc. Et pour la grande majorité de la population, d'après l'Human Design 70%, ce centre-là, il est non défini ou ouvert, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est plutôt récepteur. On capte l'inspiration à l'extérieur de soi. Et du coup, quand les centres ils sont non définis en Human Design, on a un peu cette tendance à les chercher à l'extérieur. Et donc là, typiquement, avec le centre de la tête non défini, il y a vachement ce truc de « Oh mon Dieu, il faut que je trouve des réponses à mes questions. » Et comment est-ce que je trouve des réponses à mes questions ? Ah bah, lui là-bas, il va savoir, cette formation, elle va savoir, ce truc là-bas à l'extérieur, il va savoir, et ça donne le syndrome de l'objet brillant. Donc d'après l'Human Design, c'est quelque chose qui touche pas mal de monde quand on tombe dans ce qu'on appelle le non-soi d'un centre. Donc c'est un comportement désaligné. Et même là, du coup, transition parfaite. Le comportement désaligné, le non-soi du Human Design, quand on mêle un peu ça à de la biologie et du coup à des sciences, au final, c'est très très proche de justement des tendances de dérégulation du système nerveux. Donc quand je suis pas pleinement ancrée dans ma sécurité, en connexion avec moi, les autres, le monde, ma spiritualité, donc quand je suis pas ancrée dans ma régulation de mon système nerveux, eh bien, je peux tomber dans des différentes attitudes de survie, entre guillemets, on va dire. Donc là, ça va être ce qui est le plus vulgarisé et un peu connu, c'est la fuite, le combat, faire le mort, plaire pour survivre. Donc en anglais, c'est les fameux F, donc fight, freeze, phoning, and alors pour le coup, pour le mort, je sais pas comment ça se dit en anglais, genre play dead peut-être. Bref. Et ces attitudes-là, elles peuvent notamment s'exprimer au travers du syndrome de l'objet brillant. Parce que le syndrome de l'objet brillant, au final, c'est la croyance que il y a une solution magique à l'extérieur que je n'ai pas encore. Et du coup, il faut que j'aille chercher cette nouvelle solution qui va m'aider parce que tout ce que je sais à l'heure actuelle, ce n'est pas suffisant. Il me manque un truc. L'objet brillant, c'est ça, il me manque un truc. Donc là-bas, ça a l'air mieux. Du coup, c'est de la fuite. D'un point de vue système nerveux, on est sur le comportement de fuite et du coup, on n'est pas dans un comportement de régulation. On va chercher plutôt à l'extérieur. Donc là encore, on n'est pas sur une histoire de stratégie, on est sur une histoire d'incapacité à appliquer en sécurité les stratégies qu'on connaît déjà. C'était le deuxième point. Troisième point, c'était l'entrepreneur qui s'éparpille. Ben là, typiquement, encore une fois, c'est pleinement de la dérégulation du système nerveux. Quand on n'arrive pas à rester focalisé sur une tâche,
quand on a tendance à switcher les onglets de notre ordinateur, changer d'une tâche à l'autre, chercher à être multitâche alors que l'humain n'est pas multitâche. L'humain n'est pas multitâche. Quand vous commencez une nouvelle tâche alors que vous n'avez pas fini la première continue de tourner en tâche de fond, ce qui fait que vous êtes beaucoup moins cognitivement disponible pour la deuxième tâche, c'est plus fatigant, et du coup vous êtes de moins en moins efficace plus vous cherchez à être multitâche. Oui, même vous, les manifesting générateurs, pour mettre une petite touche de human design, vous n'êtes pas multitâche, vous êtes multi-passion. C'est pas la même chose. Si, encore une fois, on s'accorde à ce que le human design soit une forme de vérité. Bref, quoi qu'il en soit, les multipassionnés, vous n'êtes pas multitâche. Multipassionnés, multipotentiels, etc., vous n'êtes pas multitâche. Vous n'êtes pas fait pour faire vos différentes passions les unes en parallèle des autres. C'est des blocs qui vivent et qui coexistent, mais à l'échelle d'une journée, pas en parallèle. Bref, c'était autre chose. Donc, s'éparpiller, encore une fois, c'est pas une histoire d'avoir la bonne stratégie, c'est une histoire de pas se sentir suffisamment en sécurité pour pleinement explorer une première stratégie. Voilà. L'autre point éventuellement qu'il pourrait y avoir, parce que la régulation du système nerveux, c'est pas la solution à tous les maux. Moi, forcément, ça me fait beaucoup penser à ça parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont des symptômes de dérégulation. Ça peut aussi être un manque de vision. Si jamais je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas où je dois dédier mon énergie, et du coup, forcément, potentiellement, j'essaye un peu dans tous les sens parce que je n'ai pas conscience de cette fameuse tâche unique. C'est quelque chose qui est assez populaire chez les entrepreneurs. C'est un bouquin qui s'appelle The One Thing. C'est la chose, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, aujourd'hui, une action qui me ferait avancer vers mes objectifs, qui me font rêver, donc qui me ferait avancer vers ma vision. Si jamais j'ai pas de vision, si jamais je sais pas où je veux aller, forcément, j'ai moins de motivation intrinsèque à engager pour atteindre des objectifs, puisqu'en soi, je n'ai pas d'objectif clair. En tout cas, pas à long terme. Mais là encore, pourquoi je vous parle pas tout de suite de ça et que je parle assez rapidement de régulation du système nerveux ? Parce qu'en fait, le manque de vision, c'est souvent un manque de capacité à se projeter dans le temps. Et ça, c'est souvent un manque de sécurité interne qui fait que se projeter dans le temps, c'est trop stressant. Parce qu'il y a souvent des trucs de « Ah mais oulala, mais si je fais un plan dans 5 ans, et si j'étais pas capable de le tenir, et si finalement c'était pas là-bas que j'avais envie d'aller, et si finalement c'était trop grand pour moi, etc. » Tout ce genre de phrases-là, c'est souvent symptomatique d'un manque de sécurité dans son propre corps, dans sa propre capacité à passer à l'action. Et du coup, ça, c'est un enjeu de régulation du système nerveux. Après cette première note salée qui au final était un peu 3 notes salées en une, j'ai réalisé en post-prod au moment du montage de cet épisode qu'on était quand même déjà à 17 minutes de papotage ensemble. Donc je pense que pour l'épisode de cette semaine, ce sera déjà bien suffisant. Je vous garde les 2 notes salées que j'avais prévues à la suite pour la semaine prochaine. J'en ajouterai sûrement une 3e pour que ce soit complet. Ça dépend parce que du coup, l'histoire nous démontre que je peux être un peu bavarde. Mais en tout cas, j'espère que cette note salée qui était un peu 3 en 1 vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à côté de moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast et ce podcast à 2 personnes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour développer la visibilité du podcast sur le toit. N'hésitez pas aussi à lui mettre 5 étoiles, tant qu'à faire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où c'est vraiment l'endroit d'échange privilégié que j'aime le plus. N'hésitez pas à venir me parler en DM, à me dire ce que vous avez pensé du podcast. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur ma newsletter. Bien évidemment, tous les liens seront en description de ce podcast. D'ici là, moi j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, journée, matinée, soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs.